Peut-être il vous est déjà arrivé de lire que la posture de la pince pouvait soulager la dépression, que la posture de la chandelle pouvait soigner l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Toutes ces allégations santé sont parfois peu vérifiables par la science. Et en effet, le yoga étant une pratique globale qui agit autant sur le corps que l'esprit, il peut être très difficile de valider certaines allégations santé. Alors pour autant, faut-il s'intéresser à la science quand on pratique le yoga? C'est sur cette question que nous allons discuter. Rémi et Gwen, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler par rapport à l'épisode du Strala Yoga, puis dans des épisodes individuels. Dans cette discussion, nous allons essayer de comprendre quels peuvent être les liens en effet entre le yoga et la science, quelles peuvent aussi être les limites à certaines informations scientifiques, comment finalement aiguiser son esprit critique quand on lit des articles scientifiques, et nous vous partagerons nos ressources, les ressources sur lesquelles nous nous basons le plus, que nous trouvons à ce jour les plus fiables, pour finalement un peu mieux comprendre et surtout nuancer tout ce qu'on peut dire par rapport aux bienfaits du yoga. Car bien sûr que le yoga a des bienfaits, mais qui sont parfois à nuancer. Avant de vous laisser dans cet épisode dans lequel vous allez, je pense, trouver des réflexions enrichissantes, je vous inviterai à vous abonner, à noter ce podcast. C'est quelque chose qui peut faire énormément pour la progression et l'évolution de ce podcast. Je vous suis très reconnaissante pour votre présence et votre écoute. Alors d'avance, un grand merci. Bonjour Gwen et Rémi, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je pense, on peut dire, nous passionne tous les trois et on a beaucoup de choses à dire, donc on espère qu'on va garder un timing plutôt classique et plutôt acceptable pour vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Gwen et Rémi, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et nous expliquer quelle est, vous, votre histoire entre le yoga et la science? Ah, c'est moi qui commence. C'est toi qui C'est commence. toujours moi qui commence. Heu, C'est vrai. oui, c'est vrai, hein. Et bien, moi, je m'appelle Gwen, je suis prof de yoga depuis bientôt 10 ans. J'enseigne, essentiellement le Strala Yoga, qui est une pratique dynamique, le Yin Yoga et le Yoga Nidra, qui est une pratique un petit peu plus axée sur, la détente, qui se rapproche de la méditation. Alors moi, mon truc préféré, c'est de de faire tomber un petit peu les mythes, liés au yoga et notamment liés à l'anatomie dans le yoga. Ce qui va le plus, me passionner, c'est, comment, se rapprocher un petit peu plus de la réalité, des variations humaines que de la théorie, des règles d'alignement assez rigides et assez, classiques, qu'on peut retrouver dans beaucoup de types de yoga différents, tout dépendant évidemment de l'attrait du prof pour ce genre de sujet. Donc le rapport à la science va, pour ma part, être plus axé sur le côté anatomique, Mmh. que le reste. OK, et quand tu dis côté anatomique, finalement, c'est avec sensibilité sur les variations anatomiques? Oui, c'est sûr, C'est ça? c'est oui, surtout ça, sur, comprendre comment les gens sont faits, comprendre surtout que, chaque personne, est différente de son voisin et que, bah, on ne peut pas, si on recherche en tout cas une forme de yoga la plus durable possible, s'obstiner à vouloir faire la même chose que son voisin. Et ce que j'aime, surtout transmettre, heu, c'est cette variation, universelle de chaque corps et le fait d'être, parfois un petit peu plus indulgent avec soi quand on se rend compte qu'en fait, si telle posture, n'est pas accessible pour nous, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour et que, Mmh. la quantité de pratique qu'on va pouvoir, mettre derrière, n'aura peut-être aucun effet sur, notre progression ou non dans une posture et je trouve que ça permet, oui, de cultiver un petit peu plus d'indulgence avec soi-même et puis,
de dédramatiser aussi certaines choses parce que, on a un stéréotype du yoga et de la pratique, assez, esthétique et moi je prône pour, l'éloignement de cette forme, de recherche esthétique pour une recherche plus fonctionnelle dans le yoga. Mmh. Bah, c'est super, merci beaucoup Gwen. Mmh. Bah, moi de mon côté, Rémi. Rémi, prof de Strala Yoga, formé par Gwen et C'est vrai. Mais pas que. pas que. Et moi, mon lien, yoga science, il se fait pas mal parce qu'à côté, je suis aussi créateur de contenu. Je vais bloguer sur la santé en général, j'ai commencé avec la nutrition et puis, ça m'a amené à m'élargir et à aller, chercher un peu du côté des neurosciences, du grand domaine des comportements et en fait, il y a pas mal de connexions à faire avec le yoga. Il y a pas mal de choses chouettes donc c'est assez fun de pouvoir, lier ce que je fais sur le tapis à éventuellement, des effets un petit peu plus, généraux, en fait. En tout cas, ce que je trouve intéressant dans votre parcours à tous les 2, c'est qu'en fait, on voit que vous c'est pas que vous êtes spécialisés, mais vous avez quand même choisi un cheval de bataille différent, mais finalement quand même assez basé, sur la science, sur l'anatomie, sur la biomécanique, sur le fonctionnement du cerveau et donc comment est-ce que ça a été motivé? C'est-à-dire que pour vous, pourquoi est-ce que c'est important finalement de faire des liens et de comprendre ces liens entre yoga et science? En fait, pour moi, ça peut parfois, créer des déclics, de te dire que, Mmh. telle chose est liée à ces effets et je prends pour exemple, l'alimentation. On peut être un peu piégé par l'entre-soi et se dire qu'aujourd'hui tout le monde sait que l'alimentation, elle a un impact sur absolument tout et pas forcément juste la santé, mais aussi le niveau d'énergie qu'on a dans la journée, l'humeur et cetera, le sommeil, le stress. Parfois, on a des personnes qui le savent pas et qui, en le découvrant, vont avoir les ressources qu'ils peinaient à avoir pour améliorer leur alimentation jusque-là et créer le déclic. Et du coup, ça peut être hyper intéressant de se dire: «Ah OK, le yoga qui traîne un peu moins, mais quand même encore cette espèce d'image d'étiquette de sport à mamie, qui en fin de compte, aujourd'hui est le truc ultime pour, par exemple, se protéger un petit peu, du problème d'attention qui nous guette un peu, qui nous guette tous, je pense. De se protéger du trop plein, pareil qui nous guette tous. En fait, ça peut être un super, poids de l'autre côté de la balance pour tout un tas de choses qui vont un peu nous «esquinter» en fait, entre guillemets, dans nos journées et parfois, le savoir nous amène à la pratique. C'est quelque chose dont on va faire l'expérience et qui va du coup après, peser par ce qu'on a ressenti quand on pratique. Mais des fois, ça peut, savoir ce qu'il y a derrière, nous y amener en premier lieu. Du coup, je trouve ça assez intéressant de pouvoir, créer une connexion honnête entre des vraies données, des choses pas attribuer tout et n'importe quoi au yoga. Oui. F ré Enfin, il y a des choses chouettes à dire. Ça sert à rien, je pense, de broder et d'aller, vraiment trop loin. Du coup, voilà, je pense que l'intérêt, il peut être là. Sans en faire quelque Mmh. chose de trop, nerd, tu vois ce que je veux dire? Oui. Trouver la balance aussi pour que ça plaise aux gens, puisqu'on fait pas tout pour par calcul, par «optimisation» entre guillemets, mais trouver, quand même des petits bénéfices tangibles, qui peuvent, être là et se dire: «Ah oui, bah, je vais m'y mettre, je vais essayer ça». Mmh. Et pour toi, Gwen, c'est à peu près la même chose ou c'est un petit peu différent? Moi, j'aurais tendance à parler, des fausses allégations scientifiques, qui sont liées au Ouais. yoga et moi, ce qui me semble intéressant de faire, c'est d'aller, creuser un petit peu, plus en profondeur et de pas forcément casser, hein, parce que tout n'est pas à casser, mais en tout cas, mettre de la nuance dans ce qu'on nous dit. Parce que, parfois, on a l'impression que, ben, heu, le truc très basique, dans une posture, du guerrier 2. Si on amène le genou au-delà de la cheville, tu en as déjà parlé dans le podcast, Mmh. Ouais, je sais. le genou va exploser et va se Ouais. détruire, c'est une catastrophe C'est l'autocombustion, quoi. et en fait, c'est dommage parce que ça entraîne une forme de peur, Ouais. du mouvement pour certaines personnes qui se disent que, ben, si elles font pas la posture parfaitement, elles risquent de se blesser. Donc c'est aussi remettre en question le potentiel de résilience du corps et Mmh. ça, c'est dommage parce que le corps peut se régénérer, d'une façon extraordinaire et que justement la variété de mouvements va stimuler cette résilience
Et donc on va, sous prétexte de protection, un petit peu à outrance, donner l'impression que le corps est fragile et faire peut-être perdre confiance, aux pratiquants dans les capacités de leur propre corps. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans ce lien entre le yoga et la science, c'est d'aller vraiment chercher ce qui se passe en réalité avec de la preuve scientifique pour essayer de faire tomber des fausses allégations pseudo-scientifiques et aller, récupérer des vraies infos sur, le fonctionnement du corps, la biomécanique effectivement et qu'est-ce qui est dangereux. La plupart du temps, la pratique du yoga n'est pas dangereuse, sauf exception, mais et de dédramatiser un petit peu aussi tout ça, pour laisser plus de liberté aux gens dans leur façon de bouger. Je trouve que c'est très juste ce que tu dis parce qu'on les voit passer aussi, hein, toutes ces allégations magiques où, la posture de la pince, guérit de la dépression, guérit le cancer, du petit doigt. Enfin, c'est vraiment assez incroyable et c'est vrai que je comprends tout à fait votre recherche à tous les 2 que je partage, hein, d'essayer d'un petit peu plus comprendre. Mais, à l'inverse, est-ce que alors je me fais pas du tout l'avocat du diable, mais je trouve que c'est intéressant justement d'explorer un petit peu tout ça. Est-ce qu'à l'inverse, ne pas s'appuyer sur des données scientifiques pour sa pratique de yoga peut poser problème, selon vous? En fait, pour moi, c'est justement, c'est l'inverse, parce que cette idée, de vouloir tout contrôler, tu sais, bah, en Ouais, fait, pour moi, elle est pas scientifique puisque justement, bah, tout à si tu fait. commences à plonger, dans l'anatomie, tu te rendras compte que ça, c'est anti-science, en fait. Mmh. Le schéma, il nous aide à comprendre comment mais c'est tout. Exactement. C'est comme de dire, un atome, c'est une bille. Oui. Ça t'aide à comprendre parce que sans ça, on est clairement absolument impossible de comprendre. Mais va voir un physicien, dis-lui: «Un atome, c'est une bille», je pense que tu le perds, quoi. Il se Mmh. liquéfie sur place, quoi. Donc pour moi, justement, ouais, en fait, c'est l'inverse. Quand tu vas chercher du côté de l'anatomie, ta conclusion, c'est de laisser faire les gens. Et du coup, on aurait tendance, comme Gwen vient de le dire, à pas laisser faire les gens, en fin de compte, avec un discours un petit peu trop normé, trop dense en règles, et ben, tu ne questionnes plus ton instinct, en fait, qui pourrait te dire: «Ah, ça tire un peu là, ça», et puis, bah, non, on t'a dit de mettre, ton bras plutôt comme ça ou ta jambe plutôt comme ça. En fin de compte, ta hanche, elle est peut-être pas du tout faite pour faire cette posture, tu vois? Et pourtant, bah, si, on t'a dit: «Ton genou, il devrait toucher le sol», ou pour Mmh. moi, justement, les risques, ils sont là. Et je pense aussi qu'il y a une espèce de dérive de notre époque qui fait qu'on a besoin de toujours tout justifier scientifiquement, et d'attribuer des bénéfices, santé, à des choses qui n'ont pas forcément lieu de d'être, pratiquées pour, ben, comme tu disais, soigner la dépression, telle posture, tel machin. Le yoga, c'est quand même une pratique globale et puis, quand le yoga est apparu, ben, la preuve scientifique, elle n'existait pas. Donc le yoga est arrivé à une période où on était peut-être plus axé sur le ressenti du corps que sur, l'argument marketing. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'argument marketing qui va te dire, ben, cette pratique-là, elle est bonne pour ça, ça, ça. Ces postures-là, c'est bon pour la détox, parce que, ben, la détox, c'est tendance. On sait de quoi on parle. Quand on fait une torsion, on est censé les détoxifier. Donc on bascule dans un espèce de modèle où on essaye de trouver, comment, mettre de la science un peu partout et puis on va aussi parfois éloigner les gens de leur propre corps en balançant ces infos-là. Parce qu'au lieu de se laisser guider par leur propre ressenti, leurs propres sensations, ils vont peut-être se laisser guider par le message et aller chercher certaines choses dans certaines postures qui n'existent pas réellement. Ceci étant dit, on a aussi, la puissance de l'effet placebo qui peut parfois, créer des petits miracles, qu'on n'explique pas réellement et donc peut-être que pratiquer, telle posture quand on est convaincu que ça va avoir un effet sur le corps, ben, ça peut
avoir un effet sur le corps, réel. Donc Mmh. c'est à moduler. Je pense qu'on peut pas dire mieux que ça dépend. Mais exactement et moi, c'était vraiment ce que j'avais eu dans ma dernière formation de yoga avec, Jason Crandall et ça a vraiment fait écho à un cours privé que j'ai eu, il y a 2 jours Mmh. où finalement, les cours privés, je trouve que c'est vraiment l'occasion de revoir certaines choses avec les élèves et là, du coup, l'élève en question me demandait, bah, quand je me relève de telle posture, est-ce qu'il vaut mieux que je garde le dos rond ou le dos droit? Et là, je lui dis: «Bah, en fait, ça dépend. Qu'est-ce que tu cherches à optimiser? Qu'est-ce que tu cherches à ce moment-là? Comment tu te sens à ce moment-là?» Et en fait, c'est exactement en proposant plutôt ces «guidelines» entre guillemets, ces nuances qu'on amène un petit peu ce que tu dis, Gwen, à avoir finalement un peu plus d'autonomie pour l'élève, un peu plus de pouvoir dans sa pratique. Ce qu'on a tendance à perdre, comme quand l'expliquait Rémi, quand finalement on a une pratique qui est ultra rigidifiée dans, contracter, on disait en off avant de commencer, mais contracter votre triceps latéral, enfin, des choses qui finalement sont hyper analytiques et ne font aucun sens au niveau fonctionnel. Ouais, sachant qu'en plus pour moi, dans, ce qui va peser parce qu'on pourrait se poser la question: pourquoi le yoga fait des choses? Et qu'est-ce qui fait que si je suis debout et que je marche, il se passe rien, mais que si je me pose sur un tapis et que je fais un guerrier 2, il se passe quelque chose? Parce que si on lie le yoga à des bénéfices, il y a bien quelque chose dans le yoga qui déclenche ces bénéfices. Et pour moi, un des plus grands leviers, c'est une combinaison, donc c'est toujours un nœud, on peut pas tout démêler. Il nous faudrait, des heures et des heures et des heures et des heures pour tout démêler, pour s'apercevoir qu'en fin de compte, démêler, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, un des leviers les plus impactants, c'est l'état de flow et c'est vraiment l'état de flow qui, bah, par exemple, va changer la manière dont ton cerveau, c'est très schématique ce que je vais dire, mais va redistribuer l'énergie entre ces différentes parties et va amplifier, certaines activités, shunter d'autres activités et cetera et c'est ça qui fait que l'état de flow est ce qu'il est et qu'il se fait sentir comme il se fait sentir. L'état de flow, en pratique, c'est très facile sur un tapis de yoga. Si tu es concentré justement sur tes ressentis et que tu te dis: «OK, en fait, je fais du yoga pour moi, dans mon corps à moi. Donc mon but, c'est de me sentir bien». Donc par exemple, triangle inversé, j'ai pas, la torsion, de la personne à côté de moi, j'ai pas la souplesse de la personne de l'autre côté. Je vais sortir ma main du tapis, ça va me donner un peu plus de place et je vais pouvoir faire ma torsion comme il faut. Au final, tu te sens bien là et tu as fait attention à comment tu te sentais. Donc tout le long, tu as été connecté à toi et tes ressentis. Bah, ça, c'est l'autoroute de l'état de flow, en fait. Donc, pour moi, la connexion à son ressenti versus suivre une checklist qui restera toujours la même parce que tu pratiques pour telle ou telle chose et que ça se fait comme ça et pas autrement, et cetera. Pour moi, on y perd. Donc, le levier le plus important pour moi, c'est l'état de flow. L'état de flow, c'est être dans son corps, ses sensations et c'est tout. Pour moi, il y a des voyants qui Mmh. s'allument, qui doivent s'allumer justement quand on fait appel à la science et des voyants qui doivent Mmh. s'éteindre, tu vois? Tout à fait. Non, mais c'est très intéressant et du coup, en rentrant un petit peu plus dans le sujet de la science, vous avez dû déjà lire ou remarquer qu'on a des témoignages, individuels des personnes qui, un peu peut-être poussées par, l'effet, placebo comme disait Gwen, hein, mais vont avoir des effets extraordinaires par rapport au stress, au mal de dos, à je sais pas, au mal de ventre, peu importe et finalement des résultats d'études scientifiques qui vont être beaucoup moins concluants. Vous, est-ce que vous avez une théorie là-dessus? Est-ce que vous l'expliquez cet écart parfois? Ben, moi, je pense déjà que, on a forcément, des effets positifs à la pratique du yoga parce qu'on va Mmh. mobiliser le corps et que, c'est une des rares, disciplines, alors on peut l'appeler comme on veut, discipline sportive ou pas, parce qu'on fait toujours pas partie du ministère des sports avec le yoga. Donc, bon, Ouais. et quand on commence à dire que le yoga est un sport, on risque aussi de se prendre quelques petites, réflexions. Donc Ouais. cette pratique en tout cas, enfin c'est rare de trouver une pratique dans laquelle le corps bouge dans toutes les directions. Mmh. Quand on fait du tennis, ben, le corps va bouger de façon répétitive, d'une certaine façon. On va développer d'ailleurs une asymétrie plus importante au niveau musculaire parce que c'est toujours le même côté du corps qui est engagé. Bon, il y a beaucoup de choses, dans les autres sports qu'on ne retrouve pas dans le yoga ou en tout cas le yoga permet de sortir de ça, de sortir d'un mouvement dans 2 plans ou alors d'un mouvement peu varié,
Et donc forcément, ça va avoir un impact positif sur le corps, de n'importe quel, pratiquant de yoga, et de n'importe quel type de yoga parce que de toute façon, on l'aura fait bouger. Après, c'est difficile de mesurer cet impact, dans une étude, Mmh. scientifique, Totalement. mais il est réel, il existe vraiment et il va être, plus ou moins prononcé, en fonction de, bah, comment on aborde le yoga. Est-ce que, on fait du cours collectif? Est-ce qu'on fait du cours individuel? Et dans le cours individuel, on va forcément avoir plus l'occasion de personnaliser la pratique, selon, le corps de la personne qu'on a en face, selon ses problématiques du moment, de l'accompagner vers, des choses qui peuvent mieux lui convenir que quand on est dans un cours où il y a 10-15 personnes, devant. Mmh. Et et donc moi, je suis pas du tout étonnée que les bénéfices du yoga, soient, éprouvés par les pratiquants et je pense enfin nous, on s'en est rendu compte, hein, en général, les gens qui viennent, au cours, au bout d'un certain nombre de sessions, ils commencent à se sentir mieux. Le mal de dos effectivement s'atténue parce qu'on vient ramener, des mouvements qui sont, complémentaires au lieu d'être tout le temps dans le même mouvement de flexion de Mmh. la colonne. Jour après jour, derrière un ordinateur ou derrière un bureau ou derrière une caisse enregistreuse ou enfin, en fait, Ouais. on passe un peu notre vie, dans cette posture. Donc le changement de posture va être forcément positif, pour, les pratiquants de yoga, et on va aussi, faire, restaurer peut-être l'équilibre un peu entre la mobilité et la stabilité. Donc, récupérer de la souplesse quand on est un peu raide, récupérer de la force quand on est un peu souple et qu'on a peu de force. Donc ça va, c'est une discipline qui va vraiment permettre de retrouver une forme d'équilibre dans le corps. Après, c'est pas en faisant du yoga qu'on va se retrouver avec des énormes biceps, faut pas se leurrer. Oui. Il y a d'autres pratiques à rajouter pour, aller dans cette voie. Mais en tout cas, pour le fonctionnement optimal du corps, moi je pense que c'est la pratique, qui va être la plus utile, en tout cas, Mmh. et qui va être, peut-être la plus impactante au début, en tout cas. Après on atteint toujours le plateau, où, bah, finalement on a un petit peu moins de bénéfices parce que, c'est surtout qu'ils sont moins flagrants. Si on est arrivé avec Mmh. un mal de dos et qu'au bout de, je sais pas 4-5 séances, on a moins mal au dos, bah, l'impact est énorme et bon, si on continue à pratiquer, le mal de dos avec un petit peu de chance ne se représente pas et donc on va avoir un petit peu moins l'effet, heu, bénéfice énorme, mais l'entretien, en fait, est là, en permanence avec cette pratique. Et c'est vrai qu'en termes d'études scientifiques, bah, c'est hyper difficile à C'est très difficile. Parce que comme tu le dis extrêmement bien et comme aussi l'a introduit un petit peu Rémi avec, lui son côté neurosciences et cetera, c'est qu'en fait, il y a des choses que tu peux pas que tu peux pas mesurer, en fait et c'est vrai que les études, par exemple, sur le mal de dos, ça va être, bah, même l'évaluation de la douleur, c'est assez simple à identifier et d'ailleurs, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'à 3 à 6 mois, on peut observer des effets bénéfiques sur la pratique, mais en fait, à 12 mois, beaucoup plus long, en fait, il y en a quasiment pas. En fait, ils sont nuls, mais c'est exactement par rapport à ce que tu décris et c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est qualité de vie, en fait, par exemple, c'est un item qui est assez difficile à quantifier parce que finalement la qualité de vie, ça englobe tellement de choses et tellement d'éléments qui finalement parfois sont liés à ta pratique et parfois pas du tout. Qu'en fait, c'est aussi une pratique, très globale comme on le sait, comme on l'a déjà dit et en fait, c'est hyper, c'est vrai que les études, scientifiques, on va en parler un petit peu plus tard, mais elles sont quand même assez analytiques. C'est-à-dire qu'on cherche à prouver un point. Or, le yoga, parfois, peut-être qu'on y vient pour un mal de dos et en fait, on se rend compte que, bah, notre mal de dos, il reste là, donc on utilise d'autres choses pour le mal de dos, mais que par contre, ça nous fait un bien fou sur notre sommeil. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ouais, complètement et puis tout dépend du protocole en lui-même, en fait et des fois, on Exactement. s'aperçoit qu'il y a des protocoles aberrants. Vous allez dire que je radote, mais l'effet de l'état de flow, concrètement, si tu considères que c'est un des leviers les plus importants des bénéfices et si dans ton protocole, en fait, on t'a fait faire un cours de yoga, justement basé sur les alignements et on t'a dit quoi faire, au degré près, au lieu de te concentrer sur toi et de faire comme toi tu le sens,
tu es passé complètement, à côté de l'état de flow. Tu as même très probablement créé du stress, dans des étirements qui t'étaient pas forcément les mieux, adaptés et aussi dans un truc où, bah, c'est un peu rigide, quoi. Donc, si tu viens pour te détendre et qu'en fin de compte, tu ressors où tu as eu l'impression de bosser, quoi, carrément, c'est différent. Donc tout dépend aussi du protocole et en fait, le yoga est un peu trop vaste pour qu'on puisse dire: «Le yoga, ça fait ça». Bah oui, mais quel yoga? Mmh. Dans quelles De quoi on circonstances? parle? De quoi on Mmh. parle? Des protocoles complètement, absurdes, il y en a plein et il y en a plein au cœur même, à l'origine, je dirais même, de discours de terrain qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle «La Bible de la préparation physique». Un gros, 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 gros bouquin extraordinaire, et qui démontre deux-trois petites choses et notamment, par exemple, le mythe du: «Il faut surtout pas s'étirer avant la musculation, sinon tu perds de la force». C'est quelque chose que tu entendras, c'est dit et redit de génération en génération de formateurs en formé qui devient formateur et dit la même chose à ses formés et cetera. Et en fait, ils se sont intéressés aux premières études qui nous ont amenés, dans cette direction-là et en fait, le protocole était complètement absurde. J'ai plus à la minute près le truc, mais en gros, ils se sont, occupés du mollet et ils ont étiré le mollet. Je crois que c'était, 1 minute 15 d'étirement, 30 secondes de repos et ils ont fait ça pendant presque une demi-heure. Le mollet, tu faisais une écharpe, tu faisais 3 tours autour de Mais ta attends, mais tête, ça tu me vois? paraît être de fou, quoi. Et après, ils ont mis le pauvre gars ils ont mis le pauvre gars sur un exercice de force sur les mollets. Tu parles, il était essoré le pauvre type, quoi. Et donc du coup, ils ont dit: «Ah, étirement avant la musculation, pas bien». Derrière, étant donné que ça partait, de gens assez éminents, bah, c'est toujours ça le problème, c'est que les études d'après, viennent un peu essayer de se mettre dans le sillon qui a été tracé pour confirmer et cetera. Et donc en fait, bah, déjà d'une part, personne ne n'étirera chaque muscle, 30 minutes, chaque muscle, avant de faire de la muscu et d'autre part, on s'est rendu compte qu'après 10 minutes, l'effet, «malus» entre guillemets s'annule. Donc tu te retrouves avec une étude à l'origine d'un discours de terrain qui a vraiment formé la manière dont on a conseillé les gens, qui est en fait complètement débile. Complètement débile et moi j'ai toujours dit que, le jour où Netflix me payait suffisamment, je pouvais montrer par une étude très bien faite, on pouvait prendre 10 000 personnes, aucun problème, que Netflix était, plus sain pour ta santé, cardiovasculaire et pulmonaire, respiratoire, que la course à pied. Parce que Mmh. mon groupe Netflix, il reste bien au chaud et mon groupe coureur, je l'envoie en heure de pointe faire un footing dans le centre-ville de Pékin. Et ils se font des Ouais, oui, gaz c'est ça. d'échappement à plus pouvoir, respirer et au bout de 30 ans, je dis: «Ouais, bah, tu as vu, le groupe, course à pied, il fait un peu la tête, quoi». Mmh. Faut toujours faire attention au protocole. Mais c'est ça et de toute façon, on a tous en tête, notamment au niveau de l'alimentation. Rémi, tu parlais un petit peu d'alimentation tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu des études, hein, qui ont démontré que le sucre, c'était très bien, que le Coca-Cola, c'était très bien, mais après, il faut voir les financements et cetera et justement par rapport à ça, parce que finalement, maintenant, on a quand même beaucoup de possibilités, hein, d'avoir accès à des études scientifiques et cetera. Comment est-ce que vous, vous arrivez justement à avoir, vos filtres, vos lunettes pour décrypter, les études scientifiques qui valent la peine d'être lues, d'être peut-être, explorées un petit peu et celles où vous vous dites: «Là, il y a des gros, gros drapeaux rouges et finalement, peut-être on va la laisser de côté»? Pour moi, déjà, faut la lire. Faut la Non, lire mais un alors, minimum parce qu'il y a très important ouais, ça, ouais, il hein, y a un parce que comportement, qui mmh, s'acquiert très facilement, qui est de scroller jusqu'à la conclusion et de lire c'est la ça. conclusion. Donc déjà ça peut per bah, ça peut te permettre, après avoir lu, cette fameuse étude sur l'étirement du mollet, de te dire: «Ah ouais, surtout pas s'étirer, la Exactement. conclusion elle est, unanime, quoi». Donc déjà lire l'étude, regarder le financement. Parce que Ouais, moi, une très étude important. qui me vante les mérites des produits laitiers, si elle est financée par, Danone ou enfin, moyen bof, quoi. Donc voir déjà, si le scientifique en question n'est pas en fait maintenant, tu vois là, je sors de recherche sur, les probiotiques. C'est un Mmh. vaste sujet avec des pour, des Tout à contre fait. et cetera. Bah, effectivement, il y a pas mal d'études où tu retrouves souvent le même scientifique qui dit: «Ah lui, il est très actif sur le sujet. Ah oui, bah, il vient d'être pris comme consultant par telle boîte de probiotiques». Peut-être pas étonnant qu'il aille, créer des petits protocoles sympas qui mettent, telle ou telle chose en évidence, tu vois? Donc effectivement, regarder qui a financé, l'étude
Après, je pense que c'est important, en fait, au bout d'un moment, d'avoir une petite liste de gens en qui tu as confiance en termes démarche scientifique et où tu dis: «Ah OK, bon déjà, si lui il m'en parle, peut-être que ça vaut le coup, quoi». Je le vois mal, laisser, avec un trou dans la raquette, laisser passer un truc absurde. Pour la nutrition, tu peux en trouver quelques-uns, pour l'anatomie, tu peux en trouver quelques-uns, pour le yoga, pareil. Tu vois, Bernie Clark, dans un de ses livres, il me parle d'une étude qui, veut dire tel ou tel truc. Ben, je vais pas forcément, beaucoup la remettre en question au début parce que je me dis: «Bon, c'est Bernie Clark, j'ai confiance en lui, je sais qu'il a un haut degré de fiabilité, quoi». Donc, il y a aussi Mmh. ça, peut-être que des fois, parce que pareil pour comprendre des protocoles, des fois c'est très compliqué, hein. Mmh. Donc ça suffit pas, on ne peut pas tous comme ça lire l'étude et faire: «OK, je donne un tu sais, un score de fiabilité, moi de ma petite personne». Mais par contre, tu peux regarder si cette étude, elle a été reprise dans des journaux qui, justement, des fois parlent d'études. En nutrition, tu as pas mal de journaux comme ça, comme la nutrition.fr ou le site de Thierry Souquin, où des fois l'article en Mmh. lui-même, c'est parler d'un article. Mais un article scientifique difficile à lire, assez velu et ils viennent plutôt te dire, bah, d'après un article et ils te font une espèce de vue d'ensemble. Donc quand tu trouves, certaines sources comme ça, bah, c'est très précieux en fait. Tu avances, c'est un grand pas en fait, vers, l'accès à des informations plus fiables. Puis Franchement, c'est très l'indépendance, de la personne qui, soit, met le nez dans l'étude et tire des conclusions, soit réalise l'étude parce que ça dépend, évidemment de l'objectif de la manœuvre. Si c'est une grosse boîte qui a commandité une étude, bah, peut-être qu'il faut faire attention, aux résultats et surtout aux biais, qui sont, insérés pendant la tenue de l'étude. Après si c'est quelqu'un qui est là simplement pour la recherche pure, ben, c'est très différent, en fait. Ouais, ouais, totalement et il Mmh. faut pas oublier un truc, c'est que, les scientifiques sont pas infaillibles et que des fois, il y a des énormes coquilles qui passent un peu comme quand tu as écrit un texte et que tu l'as relu 20 fois Mmh. et que tu passes devant la même faute et tu la vois plus, en fait. Alors que quelqu'un qui n'a jamais lu ton texte va dire: «Mais il y a une énorme faute là». L'étude pionnière qui nous a fait dire, «Le sel, c'est pas bien» et qui nous a envoyés dans cette direction-là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème. Ils avaient pris dans, les populations, observées, des populations qui vivaient sur une île vraiment reculée et qui, avaient un gène protecteur du cœur incroyable. Et donc en fait, c'est le fait d'inclure ces populations a complètement ruiné, la lecture de l'étude. Nous, on s'intéresse, pour cette étude-là, à savoir si, les populations occidentales, par exemple, plus précisément, ont un intérêt à consommer du sel ou justement, ont un intérêt à éviter le sel. Et en fait, quand on retire ces populations, la conclusion est inverse. En Mmh. fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le côté, le sel, c'est pas bien, bah, c'est pas bien, en fait. De vouloir limiter notre Ouais, sel, ouais, c'est ouais. pas une bonne chose et ça, je pense pas que ça ait été, puisque en plus ça a fait diminuer les consos de sel. Donc en fait, tu peux même pas dire il y a une industrie qui a bénéficié, et qui du coup avait intérêt à ce que, il y ait un petit biais, bien planqué. Les scientifiques des fois, sont pas forcément, infaillibles et donc du coup, tu peux te retrouver avec des pépins. Donc des fois le temps aussi sert. Un truc qui vient tout juste de sortir, des fois, c'est intéressant d'attendre qu'il y ait, que ce soit reproduit déjà, Mmh. ce qui valide une Mmh. étude théoriquement et puis de voir, ce qu'on en pense, ce que les spécialistes du sujet en pensent avec un petit peu de recul, le temps d'avoir, mis le nez sur les données et cetera. Mais c'était ce qui s'était passé avec le bouquin Mindset, de Carol S. Dweck. Je sais pas si vous avez où en fait sa première version a été totalement, pas démentie, mais en fait, je crois que c'était des universités chinoises qui avaient essayé de reproduire ces protocoles et alors qu'en fait, ils s'étaient rendus compte que c'était pas du tout les mêmes conclusions. Donc après là, on est sur des cultures différentes aussi, des nationalités différentes, des systèmes aussi d'éducation différents. Donc Carole Hess Dweck qui pour moi a vraiment fait son job de chercheuse, elle a dit: «Bon ben OK, on retravaille dessus» et du coup les autres versions de son bouquin ont été enrichies finalement par ces nuances finalement apportées. Mais c'est hyper, important de rappeler ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une étude va dire que le yoga est extraordinaire pour soigner l'hypertension, que tout de suite, ça devient le truc à faire pour l'hypertension. Et il y a plein, plein de choses auxquelles il faut faire attention, comme vous l'avez très, très, très justement, dit, mais aussi le temps. Parce qu'en fait, la démarche scientifique, c'est aussi
reproduire des choses, arriver à voir si finalement dans le temps aussi ça fonctionne. Souvent on voit finalement qu'il y a eu une population qui a eu, bah, voilà, tel essai à un instant T et en fait on essaie de la retrouver 20 ans plus tard pour voir quels sont les effets et en fait on se rend compte parfois que, bah, en fait, c'est pas du tout les conclusions auxquelles on s'attendait et ça prouve beaucoup de choses pour moi. Ça prouve que finalement le corps, bah, est un ensemble, est un système où il y a plein de choses qui s'entremêlent et que la science, comme tu le disais très, très bien, en fait, évolue et en fait, on peut jamais être certain d'une chose et pour moi, c'est un peu ça, cette démarche scientifique et c'est pas juste, regarder PubMed, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec vous où finalement, si on scrolle, on prend une conclusion et on dit: «Bah, regardez, il y a ça ou il y a pas ça», alors que pour moi, c'est antinomique Ouais, ouais, finalement de ouais, la c'est démarche. et puis il faut pas oublier que, tu fais rarement une étude pour, aller chercher dans une direction qui n'a jamais été explorée, Mmh, avec un panel gigantesque. Mmh. Donc à exactement. chaque fois, si c'est quelque chose qui vient de sortir, si tu regardes bien, la cohorte, elle est toute petite et il va falloir attendre et généralement, les scientifiques l'admettent très enfin, dans 99 des cas, dans la conclusion, tu as, mais cela nécessite, davantage de recherche, sur, des populations plus nombreuses, plus différentes et Mmh, cetera. Parce que du coup, si, enfin, on est pareil pour tout, c'est-à-dire que, on est différent partout. c'est ça. Et donc, est-ce que 10 personnes te suffisent à couvrir, toutes les grandes différences possibles, tu vois? Et si tu peux être différent en anat, tu peux être différent en bio et s'il y a un truc qui s'appuie sur l'anat, mais qui concerne la bio et ben, du coup, tu as un coefficient multiplicateur qui fait que tu peux pas, en fait, tu peux pas. Et puis je trouve que c'est un peu malsain aussi de se dire, «C'est bon, on a compris, on avance». En fait, on n'arrête pas de découdre. On va dans une Mmh. direction, on couds. Ah, il y a un truc qui est trop bizarre, on découd, on repart. Les premiers pas de la neuroanatomie, quand on essayait de savoir, OK, telle partie du cerveau, ça fait ça, telle en fait, ça a été, on est allé un peu trop vite parce que, on part du principe qu'une partie du cerveau a forcément une fonction d'expression directe. Sauf que si tu as une partie du cerveau qui est juste là comme relais de l'information et que c'est elle qui est grillée, tu vas te dire: «Ah, bah, donc cette personne-là avait un tel problème», par exemple, dans la parole ou des choses comme ça. On regarde, son cerveau, on voit une partie du cerveau endommagée, on se dit: «OK, ça c'est le siège de la parole». Est-ce que c'était pas juste le couloir, tu vois? Il y avait une image très chouette, j'espère que je vais réussir à m'en souvenir, de manière, de manière exacte. C'était un prof dans un cours très cool qui nous avait dit ça. En gros, ça équivaut à dire que, si, tu appuies sur l'interrupteur pour avoir de la lumière dans ton salon et qu'il se passe rien, c'est, l'interrupteur qui est cassé. Alors qu'en fait, tu as peut-être juste plus de jus, tu as peut-être, l'ampoule est peut-être enfin, ça ne veut strictement rien dire, en fait, si, en appui et de toi-même, tu vas avoir cette réflexion-là et en fait, on l'a pas eu avec le cerveau et donc il a fallu découdre énormément les premiers pas de la neuroanatomie parce qu'on était parti en courant, sans prendre de la peine de réfléchir à ces choses-là, quoi. Mais je pense que c'est super important et c'est ce que Gwen t'expliquait très bien, c'est qu'en fait, parfois comment dire? On pense que c'est simple, alors qu'en fait tout est beaucoup plus complexe et c'est ce que tu expliqué par rapport à l'anatomie, où en fait on se rend compte des variations anatomiques qui peuvent expliquer totalement différemment certains phénomènes. Ouais. Et le la petite discussion que vous venez d'avoir tous les 2 me fait penser aussi aux bah, des recherches et des choses qui ont été statuées, en anatomie, et qui ont Mmh. été décousues aussi. Des nouveaux modèles qui apparaissent, parce qu'on a une technologie qui évolue et on va donc pouvoir analyser les tissus d'une autre façon. Au départ, on analysait des tissus morts et maintenant on peut analyser des tissus vivants et il y a beaucoup de choses qui se jouent, entre, les 2 et donc je pense qu'il y a aussi, un vrai besoin d'humilité par rapport aux Ouais. études, et d'accepter que parfois ce qu'on croyait être vrai, ben, n'est p c'est pas que c'est plus vrai, c'est que les conditions ont changé et donc c'est pas parce que, on a émis une hypothèse qui a été vérifiée à un moment donné,
et que c'est remis en question au bout d'un certain temps par, différentes choses, la technologie ou d'autres choses qui font qu'on a accès à des données différentes, ben, ne pas forcément, s'obstiner à garder cette vision, alors qu'elle a été décousue, défaite, parce que, bah, ça peut créer des problèmes, de rigidité dans la pensée qu'on peut avoir et dans, les concepts qu'on a, qui doivent en fait évoluer et c'est normal de les faire évoluer, au fur et à mesure et on peut pas jeter la pierre à quelqu'un, qui, a fait une hypothèse à un moment qui a été confirmée au même moment, et lui dire: «Bah, en fait, tu avais faux, c'est pas ça, quoi». C'est hyper difficile, je pense, d'avoir, émis une hypothèse et puis de la voir s'effondrer, quelques années ou quelques siècles plus tard. Mais en tout cas, admettre qu'on a pu avoir tort, que c'était pas, volontaire, c'était, lié au contexte et donc de faire son maximum pour évoluer aussi avec, ben, les progrès qui font qu'on a, d'autres choses à se mettre sous la dent et que, on va donc pouvoir, faire des études différentes avec peut-être des résultats différents. C'est super important que tu rappelles ça et pour moi, c'est aussi un peu la voie du yoga, enfin, c'est-à-dire essayer d'être, humble, essayer d'être à la recherche, une perpétuelle recherche et c'est super important que tu le rappelles. Pour, essayer de clôturer un petit peu cette partie sur la science, est-ce que vous avez des recommandations sur des livres, des sites, des podcasts pour approfondir un petit peu le sujet, permettre d'aiguiser aussi un petit peu sa conscience, des choses? Je pense que j'ai déjà une idée de ce que vous allez me dire, mais je vous laisse, nous partager ça. Ah bah, du coup, moi, je vais commencer par l'aspect anatomie, avec Mmh. forcément, l'inénarrable Bernie Clark, Dès que vous voyez un t-shirt, vous me le dites. heu Oui, oui. on est preneur. Qui a du coup édité, 3 bouquins qui sont en fait qui correspondent à 5 tomes qui sont regroupés en 3 livres, sur, l'anatomie abordée de façon fonctionnelle, donc avec notamment, le détail des variations anatomiques. Donc on sort, de l'anatomie, traditionnelle ou basique qu'on va apprendre, à l'école, quand on est petit, les rudiments et puis après, quand on fait des études plus poussées avec des choses qui sont, forcément assez uniformes, parce qu'il faut bien apprendre, et que, envisager les variations, ça ne se fait que quand on a un socle suffisamment solide pour pouvoir s'en éloigner. C'est un peu comme adapter les postures de yoga, on est obligé de partir d'une base et puis après on peut s'en éloigner, progressivement. Donc il y a, de mémoire le 1er livre qui contient 2 tomes, qui est, édité en français et les autres qui sont pas encore édités en Non, français. non. C'est ça, hein, c'est, pour moi des pépites, vraiment de bon sens aussi et qui Mmh. permettent de déculpabiliser, dédramatiser, faire comprendre, d'où peuvent provenir, ça y est, je bug, ce qu'on ressent dans les postures, en fait. Qu'est-ce qui Mmh. fait que dans cette posture, on se sent bien, cette posture, on n'y arrive pas? Donc c'est très, très intéressant. C'est un petit peu velu, comme dirait Rémi, Oui. quand on n'a pas du tout de notion ou alors qu'on n'est pas très passionné par ce sujet-là. Donc pas forcément très abordable, à la base. Si on a envie d'apprendre, je pense que c'est vraiment des ouvrages à privilégier et puis les ouvrages également de Blandine Calais-Germain qui a fait un Mmh. gros travail, sur le mouvement et sur le yoga, qui là, pour le coup, il y a plusieurs bouquins et c'est en français. Donc c'est très riche comme littérature, sur le corps, sur la respiration. Tu nous le disais, Isa. Ouais, il y a aussi un bouquin sur la respiration qui est, en fait, un petit peu comme celui sur anatomie et yoga, Ouais. qui sont, en fait, assez simples et assez Ouais, ça fait une belle accessibles. première marche, je Mmh. trouve, C'est ça. Ouais. en plus de mémoire, le 1er bouquin, tu as déjà de toute manière 3-4 pages sur les différents plans pour Oui. pouvoir te repérer. C'est comme si c'était Exactement. vraiment un petit cours, débutant, mais qui t'amène quand même, relativement loin
sans que tu t'en aperçoives et ouais, ouais, carrément, c'est hyper bien fait, quoi. C'est, en termes de, parce que des bouquins, on pourrait en acheter pour, des centaines et des centaines d'euros et je trouve que ça, c'est vraiment les bouquins, qui valent, ce que tu dépenses, quoi. Concrètement, les 3 bouquins de Bernie Clark, de là à ce que tu les aies essorés, il s'est passé un moment et pareil pour Mmh. Dominique Légèrement, sachant qu'en plus tu retournes toujours dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Tu Ouais. retournes toujours dedans. Toujours un moment, Et tu te dis: toujours des «Ah», questions, des fois on on discute en faisant à manger et puis, bah, on se retrouve devant le bouquin, à l'ouvrir et chercher, enfin, non, non, c'est des, ouais, des super bouquins. donc c'est vrai qu'en ressources, j'aurais tendance à me diriger vers ces 2-là, peut-être même Blandine qui est légèrement, en premier pour Mmh. l'accessibilité et puis après pour aller plus loin, heu, les livres de Bernie Clark. Ah, j'aime bien, aussi le livre de Bernie sur, le yin parce qu'il Mmh. amène, la notion de fascia, de manière vraiment hyper abordable et pourtant poussée. Donc OK. je le trouve vraiment chouette aussi pour compléter le tableau. Là, je suis en pleine relecture et je m'éclate vraiment, il y a pareil, là, il y a beaucoup de choses à récupérer et il change ta manière de pratiquer, je trouve. Il te remet, un petit coup de conscience, qui fait du bien, qui fait du bien. OK. Tu as d'autres bouquins? Non, pas Moi, j'ai toi. d'autres bouquins. Après, ça peut être des podcasts, ça peut être autre chose, dis-toi. Bah, après en commun, je pense qu'on aura, Tara Stiles qui sort quand même des bouquins assez Mmh. intéressants qui, elle, va être beaucoup dans, le pragmatisme et en même temps, elle ne le comment dire? Elle en a pas l'air, mais elle débite quand même pas mal d'études. Elle back beaucoup, avec des études, ce qu'elle avance et en plus, bah, elle a le comment dire? Elle a la chance d'être, amie avec quelques chercheurs qui justement, sont, vraiment derrière elle à chaque fois pour, backer ce qu'elle dit ou alors en amont, ils travaillent ensemble et ils sortent des trucs cool donc c'est de la science sans qu'on s'en rende compte. Elle écrit OK. super bien, c'est très parlant, son bouquin de formation, en fait, il est dispo, sur son e-shop et sur Amazon. Et il est dense, il explique très bien le yoga et justement, enfin le Strala Yoga notamment et les petits bénéfices qu'il y a à récupérer derrière. Donc ça n'en a pas l'air, ça a pas la tronche d'un bouquin de scienteux où, tu accumules, tu sens que ton cerveau se gonfle, se gorge en connaissances, scientifiques et pourtant, ce que tu vas lire, ça va pas être, sorti comme ça parce que ça sonne bien, ça va pas être des petites allégations un peu légères. Alors moi, je mets un petit veto. Privilégier les versions anglaises Ah parce que waouh! les Ouais. traductions françaises sont catastrophiques. Pourquoi? Ah là, ah Vraiment? Ouais, purée, ah ouais, 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 ouais. donc Ouais, ouais, ouais. c'est quasiment pas les mêmes livres, Je pense que ça sert à rien de le lire en français, quoi. Si, en français, c'est ouais, ouais, c'est assez, plat et ça reste très superficiel, là où, la version originale est plus fouillée, plus intéressante à mon sens. Donc peut-être à garder, pour les lecteurs, qui qui sont à l'aise avec, la langue mmh anglaise, mh. parce que sinon on risque de se faire un peu une mauvaise idée Ouais, ouais, du sujet, et de se dire que c'est peut-être un peu léger. ouais. Donc Sachant que c'est un anglais accessible. C'est oui, pas un, ça te demande pas d'être vraiment, c'est une des premières lectures que tu peux enchaîner en anglais, hein. Il y a aucun problème. Mais effectivement, on en parlait dans l'épisode sur le Strala, en fait, les concepts de Strala, sont vraiment trop ancrés dans l'anglais, Mmh. pour être facilement, traductibles et du coup, bah, là, on voit, ça passe pas. Ça passe pas du OK. tout. Et puis, bah, ça moi, reste sur le dessus de tout ça, j'aime beaucoup, Andrew Huberman Oui. et alors il a pas, consacré énormément d'épisodes de son podcast au yoga, mais par contre, il est, assez, fanat de ce qu'on appelle, le non-sleep deep rest et en fait, c'est du yoga nidra, concrètement. Donc Mmh. il a, des petites séquences yoga nidra hyper intéressantes dans ses podcasts. Il y revient souvent quand il est question d'attention, il s'en sert pour ça et du coup, pour ce domaine-là assez spécifique, Huberman est vraiment cool. OK, bah, super. Moi, j'en ai une dernière, oui, peut-être que vous connaissez, le livre de docteur, Yogi sur la physiologie du yoga. Parce qu'encore une fois, tout est lié et je trouve que c'est vrai, autant on parle beaucoup d'anates, mais c'est vrai que parfois on met de côté un peu, la physio et du coup ça manquait donc c'est une chouette lecture. Après pour l'instant, il est qu'en anglais, je crois, de mémoire.
Bon, il est un peu fouillis, enfin, comment dire? Il y a beaucoup d'encarts sur les études scientifiques, donc parfois ça peut être assez fastidieux pour les personnes qui n'aiment pas forcément, parce que c'est vrai que c'est pas «fun à lire» entre guillemets. Là, tu vois vraiment qu'il y a de la science pour le coup, c'est pas très fluide. Mais par contre, c'est très intéressant. Déjà pour, démêler un petit peu, bah, le vrai du faux au niveau des études ou prendre un petit peu de recul. Et puis aussi, il y a toujours la première partie où il explique simplement système respiratoire, système digestif, système nerveux et je trouve que c'est toujours important d'avoir ça en tête quand on pratique parce qu'encore une fois, comme vous l'avez très bien dit tous les 2, tout est lié. Et oui, nous sommes une On belle va par machine. c'est ça, c'est incroyable quand on y pense. On va partir tranquillement sur la dernière partie où là, j'aimerais avoir un petit peu on va aller un peu plus loin et avoir votre avis sur, selon vous, quel est l'avenir de la recherche entre le yoga et la science? Mmh, bonne question. Pour moi, il y a des choses qui vont, aller vite parce que maintenant on arrive à les étudier en tant que telles. Par exemple, on parlait du yoga nidra. Les premières études, en fait, qui étaient faites sur le yoga nidra, ils mixaient yoga nidra et méditation. Sauf Mmh. qu'en fait, même si le yoga nidra est une pratique méditative, ce qu'on fait avec la rotation de conscience crée quelque chose qui est juste pas là dans la méditation. La méditation a plein de bienfaits, ça dénigre absolument pas, la méditation. C'est juste que c'est 2 choses différentes. Et du coup, ben, les résultats de ces études-là, ils sont l'impact du yoga nidra est noyé, en fait. Donc là, maintenant, par exemple, via, des chercheurs comme Huberman qui, s'est emparé du truc et qui, bah, son podcast l'aide à financer beaucoup d'études, en fait, mine de rien. Mmh. C'est ça qui est très chouette, c'est en écoutant le podcast, on contribue à ça et que lui, il a, la meilleure place pour lancer des choses, distribuer des subventions, donc c'est extraordinaire. Et maintenant qu'on a des gens qui, du coup, ont découvert le truc et qui ont l'opportunité de lancer des choses, bah, par exemple, le yoga nidra, on sait que les prochaines études vont être faites sur le yoga nidra et donc du coup, on va OK. pouvoir aller plus loin. La méditation, c'est déjà le cas, mais pareil, il va y avoir des choses, ça commence à se restreindre. Il y a des gens assez influents qui se sont emparés du truc et qui ont commencé à vraiment préciser les protocoles pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Pour le yoga, je pense que ça va être encore un peu compliqué parce que, il y a des gens qui, vont dire: «Je vais étudier le yoga», qui ont pas forcément la fibre au yoga et qui vont pas forcément savoir, les, comment dire? Connaître toutes les petites ramifications, les petites particularités et qui vont juste dire: «Ah, il me faut un protocole, il faut qu'on trouve un prof, il faut qu'on dessine un cours et il faut qu'on fasse faire ce cours». Sauf qu'en fait, on l'a dit dans notre échange, les petits réglages sont beaucoup plus fins que ça et vont se passer dans le cours en lui-même, sur le moment. Mmh. Donc ça mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais on n'est pas à l'abri justement de pouvoir, découvrir de plus en plus de choses. Il y a des choses qui se passent quoi qu'il arrive, comme par exemple, il faudra qu'on en parle pour toute la partie concentration. On s'est aperçu que les activités qui nous permettent de ralentir, comme le yoga et là pour le coup, comme tous les yogas, il y a aucun yoga cardio quoi, enfin il y a aucun Power yoga qui yoga? se pratique en courant. Bah, ouais, power yoga et tout. Tiens, ouais, c'est Ouais, vrai. non, bah, ça, à la rigueur, je pense qu'on prend quand même la petite heure pour ralentir sur son tapis. Mais effectivement, à Mmh. la rigueur, ces formes un peu plus brutes, on les pousse. Mais, on va dire 80 de ce qui sera fait, sous la lentille d'un chercheur sera une activité qui nous permet de ralentir et on sait que ces activités-là, pour le coup, on marie pas mal le yoga avec le qigong, vont nous aider à récupérer un petit peu de ressources pour notre concentration. Parce qu'on ralentit un petit peu le débit et notre problème aujourd'hui, c'est que le débit de ce à quoi on est confronté est un peu trop rapide pour notre bande passante et donc du coup, toutes les activités qui ralentissent visent à nous faire regagner des ressources au niveau concentration. Donc il y a quand même des Mmh. petites choses qui pop. Après, je pense qu'il va falloir qu'on attende un petit peu que les choses se précisent. Ouais. Tu vois? Un peu comme, quand on est arrivé sur les probiotiques et qu'on a étudié les probiotiques. En fait, c'est plein d'espèces de Mmh. micro-organismes différents. Dans les espèces, il y a des souches différentes et donc une souche peut avoir un effet et une autre souche peut avoir un effet différent. Donc quand on s'est dit: «Allez, on va prendre des probiotiques, on va voir ce qui se passe» et on n'a pas on n'a pas eu beaucoup de on n'a pas Mmh. eu beaucoup de résultats, vraiment, comment dire? Qui convergeaient vers une direction Bien tranchée. sûr. Donc pour moi, on est encore dans cette phase où il faut un petit peu, c'est de la curation, un peu comme si tu prenais soin, Mmh. d'une plante, il va falloir encore, élaguer un peu, quoi. Et puis, il y a sûrement des nouvelles problématiques qui vont, être au cœur des Ouais. nouvelles Mmh. recherches.
Donc justement, tout ce qui est lié au déficit d'attention, dont on parlait pas forcément il y a quelques dizaines d'années et donc qui va peut-être, venir aborder, les bénéfices du yoga sous un nouvel angle. Là, c'est vrai que dans cet épisode, on s'est pas mal focalisé sur, l'aspect, physique du yoga, mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent, au niveau du mental. Il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent au niveau respiratoire, donc il y a aussi Mmh. des choses qu'on peut étudier sur ces différents, systèmes qui sont, sollicités dans une pratique de yoga et donc ça va forcément évoluer, en fonction, oui, de ce dont on a besoin maintenant, dans notre société actuelle, qu'est-ce qui devient important, maintenant et qui n'était pas forcément avant. Ouais, puis avec l'émergence aussi de certains concepts, enfin, on parlait des fascias. Les fascias, c'est nouveau, entre guillemets, «sous la lentille» des chercheurs, c'est nouveau. Là, on vient tout juste de s'apercevoir qu'en stimulant, fascia vraiment de manière très, localisée et spécifique, via l'acupuncture, on pouvait, créer des effets anti-inflammatoires. C'est tout juste maintenant, alors que les fascias, on en parle depuis, bon, une quinzaine d'années maintenant. On commence tout juste alors que et l'acupuncture, ça a été pratiqué, enfin, c'est pratiqué depuis toujours. Donc Bien pour que sûr. ces 2 choses-là se rencontrent et aboutissent à quelque chose, jouer sur l'inflammation, c'est un des leviers les plus importants de notre époque, quoi. Donc Mmh. effectivement, il y a la science a son timing, quoi. Bah, c'est très vrai et ce que tu disais, Gwen, c'est très juste aussi. C'est-à-dire que là, on est dans une époque où finalement, il y a nos problématiques nouvelles qui émergent et du coup, fatalement, bah, la science aussi va venir s'intéresser sur les nouvelles problématiques. Et est-ce que vous, si vous deviez, je sais pas, identifier chacun une problématique vraiment où vous vous dites: «Non mais là, c'est vraiment sur cette problématique-là que tout va se jouer au niveau du yoga», ce serait quoi si vous deviez faire un pronostic? Tu te lances? Je me lance? Vas-y, lance-toi, c'est Moi dur. moi je dirais, alors je vais tricher, je vais prendre un truc hyper large parce que j'ai plein d'idées, mais se regroupe tout dans ce truc hyper large. Ralentir, Ouais. ralentir. Mais en fait, dans ralentir, je pense beaucoup à l'attention et ce que ça va pouvoir créer sur l'attention et ce que ça va pouvoir créer sur, c'est lié à l'attention, sur le fait de se faire absorber aujourd'hui. On vit presque, dans la matrice, en fait et des fois, la journée passe très vite parce qu'en fin de compte, on n'a pas eu de temps à nous. On a été, vraiment, absorbés, collés à un truc, absorbés, collés à un autre truc et on a fait ça toute la journée et je pense que justement, le yoga va avoir un énorme rôle pour, nous aider à récupérer. Parce que comment dire? Le marketing ne cesse d'utiliser tous ces, biais auxquels on est sujet, via notamment, l'impact et le système de la dopamine. C'est un grand, grand sujet, on va pas l'ouvrir, mais concrètement, on a encore des chercheurs qui trouvent des nouvelles petites lignes de code qu'on va, intégrer et qui vont nous coller encore plus à nos écrans. Dans le livre dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Stolen Focus de Johann Hari, il a justement rencontré, le codeur qui a inventé cette petite ligne de code qui fait que maintenant on a le scroll infini. Et ben, le Mmh, scroll infini, on l'a vu dans horrible. notre temps passé sur, les écrans. On a vu, c'est un peu comme, l'invention de l'allumette, pour les forêts, tu vois? C'est Ouais, mais moi je me mets toujours à la place du mec qui a inventé ça. Je veux pas croire qu'il ait été vraiment malveillant en mode: non, «Ouais, Non, il le je pense qu'en raconte fait pour lui c'était une prouesse technologique, il ouais, était trop content de lui complètement, ouais. complètement et et en là, fait il le il doit regrette. être là en mode: Ouais, ouais. «Non!» «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?» Mais bon, Ouais. malheureusement, on l'aurait inventé tôt ou tard. C'est sûr. Mais effectivement, en fait, il y a un message très chouette dans ce bouquin qui est, ben, on n'est pas tout seul contre notre téléphone. Il y a, 20 des meilleurs ingénieurs, 20 des meilleurs codeurs derrière ça et ils sont très, très forts, beaucoup plus forts que notre Mmh. volonté. Donc effectivement, je pense que le yoga a un rôle à jouer là-dessus parce que ça va pas s'arrêter. Déjà, c'est très, très puissant, mais ça va pas s'arrêter de gagner en puissance et je pense que le yoga, en nous collant sur un tapis, la tête dans nos sensations, a un énorme rôle à jouer. C'est vraiment, c'est Mmh. les Avengers, quoi. C'est c'est la défense de toute la planète, tu vois? Pour moi, il y a un truc à faire là et après plus spécifiquement sur, notre faculté à se concentrer, mais déjà notre faculté à rester un peu au contrôle et à pas se faire trop balloter. Mmh. Bon, ça sera mon ça sera mon Ce sera choix. ton cheval de bataille, voilà. Et toi, Alors Gwen? moi, forcément, je vais aller dans la direction, du corps Mmh. moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est, les capacités de résilience du corps.
Et je me dis que dans les années à venir, avec tout ce qu'on nous balance malheureusement, à notre insu ou pas d'ailleurs, hein, en termes de perturbateurs endocriniens, de choses qui font qu'en fait notre système, est inondé de choses, extérieures à gérer, qui peuvent parfois, déborder et créer des problématiques. Donc on a ça d'un côté, on a le système de santé qui s'effondre et qui, ben, du coup, n'est pas à même de gérer, toutes ces choses-là et surtout de personnaliser, un soin, de prendre une personne dans sa globalité parce qu'il a pas les moyens de le faire et donc j'aurais tendance à souhaiter qu'on aille dans la direction des capacités d'auto-guérison du corps, on va dire, de peut-être développer, ce sujet-là en faisant comprendre que, on n'a pas besoin forcément de l'extérieur pour prendre soin de nous, qu'on peut prendre soin de nous par nous-mêmes et que si on nous donne les bons outils, et qu'on nous donne aussi les bonnes connaissances, on parlait d'études, il y a quand même 1 milliard d'études qui sont biaisées et qui font qu'on n'a pas forcément les connaissances réelles, et les enjeux réels de ce qui se passe sur notre santé. Mais en tout cas, je suis convaincue que le yoga peut nous aider à développer ça, et à développer l'écoute du corps et puis à être plus à même de réagir quand on a, un système qui part un peu, en cacahuète, qui va pas bien et qu'on n'a pas forcément les moyens de se diriger vers, le système de santé, entre guillemets «traditionnel». Donc prendre, plus soin de soi et pouvoir détecter aussi, d'éventuelles anomalies, par soi-même. Avoir un peu plus d'autonomie sur, la gestion de sa santé. Donc ce serait, ma piste de recherche, liée au yoga, comment on peut, développer tout ça avec le yoga? Bah, je la suivrai avec beaucoup d'attention, quoi. Lançons des Merci études! beaucoup. Allez! Bah, oui, pourquoi pas. Je sais pas si on va avoir tout le financement comme Huberman grâce à ce podcast, mais ça serait bien, écoutez, On pourquoi sait pas. jamais. Écoute, espérons, espérons. En tout cas, merci beaucoup, vous avez été, passionnants tous les 2. Vous nous avez apporté, je pense, plein de pistes pour être un petit peu plus nuancés par rapport aux études. Plein de ressources aussi qui sont, fiables, sur lesquelles on peut vraiment se baser et je pense que ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez, rajouter, avant qu'on termine? Mmh. À la rigueur, éteignez tout, mettez-vous sur votre tapis et bougez. C'est tout. Comme ça, Ouais, en fermant les yeux, en regardant ce qui se passe à l'intérieur. Si ça ressemble pas à Mmh. une posture de yoga, personne ne verra. Personne ne Mmh. verra. Ouais. OK, Oui, OK. On s'en oui fout. Fermez les et rideaux, et c'est tout, quoi. Bougez, comme ça fait du bien. Mmh. et aussi je remercie Isa de nous avoir, Bien sûr. invités à nouveau, pour ce Bah, podcast. c'est toujours un plaisir, vous le savez. Pour nous aussi. Ouais, merci beaucoup. On va vite aller, tout éteindre et du coup, pratiquer en fermant les yeux. Je pense que c'est la meilleure manière de conclure cet épisode, avec vous 2. Merci et j'espère à très vite. On vous spoile pas, mais on aura l'occasion de recroiser, Gwen et Rémi en individuel pour 2 sujets qui, je pense, vont aussi vous passionner. Merci Gwen et Rémi. Merci Salut, Isa. merci à toi. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.